Alors bonjour à tous. Merci à Claire Aurélie et à l'association Les Enfants de Tamar de leur invitation. Moi je suis Pascal Cussig, je suis avocat au barreau de Paris depuis 26 ans. Je suis président d'une association qui s'appelle CDP Enfance et j'ai été secrétaire du collectif pour l'enfance dont Claire Aurélie vous a parlé. En début de journée, le collectif pour l'enfance, c'est un collectif qui s'est créé en 2018 au moment des discussions sur la loi Schiappa. Madame Schiappa a quand même réussi cette prouesse d'unir les associations contre son projet, donc je pense qu'on peut la remercier. Et toutes les associations se sont rendues compte que on pouvait avoir des propositions différentes, mais le constat était toujours le même, à savoir que l'état du droit était défaillant. Et donc on s'est dit, plutôt que d'œuvrer chacun dans notre coin, on va essayer de s'unir pour avoir plus de poids. Et le collectif pour l'enfance, du coup, a œuvré pour qu'il y ait enfin l'introduction d'un âge de non-consentement dans le code pénal, parce qu'aussi curieux que ça puisse paraître, ça n'existait pas jusqu'en 2021, c'est-à-dire que même un enfant de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans, on devait étudier s'il avait pu consentir ou pas à un acte sexuel avec un adulte, et les juges étaient obligés de le faire. Donc ce collectif pour l'enfance a œuvré pour ça, et puis on continue à travailler maintenant pour essayer d'obtenir une protection de l'enfant dès les premières révélations et obtenir qu'il y ait des mesures protectrices de l'enfant sans attendre qu'il y ait une condamnation au pénal. Donc ce collectif réunit, je crois qu'il y a 39 associations aujourd'hui, dont les Enfants de Tamar, CDP Enfance, et puis d'autres associations, je ne vais pas les citer toutes, mais Enfance et Partage, Enfance majuscule, etc. Et on essaye de tirer tous dans le même sens. Bonjour à tous, je suis l'adjudante-chef Claire Cans de la Maison de la Protection des Familles. C'est une nouvelle unité de gendarmerie qui a été créée au 1er mars 2021. Et on a des missions judiciaires et de prévention. Dans nos missions judiciaires, l'audition des mineurs victimes, mais aussi des personnes vulnérables dans leur globalité, et sur le panel des atteintes aux personnes essentiellement. Bonjour, Laurence de Palma, avocat au barreau de l'Eure. On ne va pas faire la compétition, mais j'ai réfléchi quand tu as dit 25 ans d'exercice, 31 ans d'exercice, mon Dieu. Voilà, j'ai intégré l'association Les Enfants de Tamar avant sa création. Je crois, je ne sais pas où est Claire Aurélie, mais je crois que c'était avant même la création. Et puis, en faisant la relecture de mon parcours, je me suis aperçue qu'en fait, je n'étais pas encore diplômée avocat, que j'étais déjà dans Enfance et Partage. Donc finalement, il y a un fil conducteur dans ma carrière. Je suis contente de l'apprendre. Et voilà, et je suis contente d'être là ce matin pour échanger avec vous sur le rôle de la justice, ses moyens et la posture de l'avocat dans le cadre de ces dossiers terribles qui concernent l'inceste. Alors, on a fait le choix de faire notre topo en deux parties. Une première partie sera consacrée à l'évolution législative qui sera prise en charge par mon confrère. Et la deuxième partie, ce sera sur la façon dont on peut prendre en charge, chacun à sa place, les victimes et les personnes que nous recevons. Et là, on va faire ça va être une petite symphonie à 3 voix, en fait, puisque à chaque instant, nous les recevons les uns et les autres, probablement avec des méthodes différentes, probablement avec des attitudes, et on va peut-être se donner des astuces aussi les uns aux autres, et puis en échangeant avec vous, évidemment. Alors, ça, c'est vous. C'est pour vous? Non, c'est Pascal. Alors, je vais essayer de faire un rappel le plus bref possible, mais bon, comme me disait un de mes professeurs à l'université, on reconnaît les avocats au fait qu'ils ont du mal à sortir leur train d'atterrissage. Je vais essayer de m'en tenir aux 10 minutes prévues.
sur l'évolution, l'introduction de l'inceste dans le code pénal. Ce matin, Madame Dubois vous a indiqué que lorsqu'elle évoquait le sujet de l'inceste, elle avait le plus souvent comme réponse un A et puis un sourire un peu gêné. Et ben, il faut se mettre dans la tête que c'est exactement pareil pour le législateur. C'est-à-dire que avant 2010, quand vous ouvriez le code pénal, il y a les petits index alphabétiques à la fin en rose. Si vous cherchiez à inceste, vous trouviez rien du tout. Donc ça veut dire qu'avant 2010, juridiquement, le terme inceste n'existait pas. C'est quand même assez symptomatique, je pense, de l'ampleur du déni. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas sanctionné, c'était sanctionné sous d'autres appellations. On parlait de viol par ascendant, etc. Mais le terme inceste, lui, ne figurait pas dans le code pénal. Donc on s'est dit que peut-être pour essayer de combattre les choses, il fallait commencer par les nommer. Et donc on a essayé d'introduire l'inceste dans le code pénal. Ça a été une loi de 2010 qui a finalement été déclarée non conforme à la Constitution. Et cette loi de 2010, elle était très intéressante parce que quand il y avait l'exposé des motifs de la loi, la rapporteure qui avait rédigé ces motifs avait intitulé que c'était la loi pour adapter le code pénal aux spécificités de l'inceste. Et il était indiqué donc que l'inceste était quand même une infraction spécifique. On comprend bien que c'est plus difficile pour un enfant d'aller dénoncer son père qu'un inconnu, par exemple. Donc il y avait un tas d'explications sur le fait que l'inceste met la victime dans une situation particulière. Et puis ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'au moment de la loi elle-même, eh ben, on se rendait compte que ça n'avait plus rien de spécifique. C'est-à-dire qu'on introduisait l'inceste, comme ça vous a été dit ce matin d'ailleurs, comme une surqualification, c'est-à-dire qu'on disait, bon ben voilà, si jamais c'est dans le cas d'un inceste, on dira viol incestueux. Mais il n'y aura aucune autre conséquence que cette terminologie-là. Alors c'était déjà pas mal hein, de réussir à nommer l'inceste, mais il n'y avait aucune conséquence juridique dans cette loi de 2010. On a donc réintroduit l'inceste après la censure du Conseil constitutionnel en mars 2016. Et donc cette fois-ci, cette loi elle a été validée par le Conseil constitutionnel. Et depuis 2016, aujourd'hui, quand on ouvre le code pénal, à inceste, on trouve quelque chose. Sauf qu'on a repris ce qui avait été proposé en 2010, c'est-à-dire, on appelle ça une surqualification. C'est-à-dire, l'inceste en tant que tel n'est pas une infraction en tant que telle, c'est une surqualification. On va parler de viol incestueux ou d'agression sexuelle incestueuse. Mais il n'y a aucune spécificité, il n'y a pas de sanctions plus lourdes, il n'y a pas de règles de prescription différentes comme ça aurait pu éventuellement être questionné. Donc voilà, là on nous dit que l'inceste est spécifique, en fait on vient coller ça aux infractions existantes et il n'y a aucune conséquence juridique particulière. Il y a un auteur qui disait que c'est un peu comme si on introduisait dans le code pénal le terme horrible. On va dire, bah tiens, tel crime, il est horrible. Ça n'aura pas d'autres conséquences que ça, mais à partir d'aujourd'hui, on va dire ce crime-là, il est horrible. Donc voilà l'effet un petit peu de ces premiers textes. Et d'ailleurs, j'entendais ce matin, je crois que c'est M. Clavier qui disait que le rejet du terme d'inceste était... que le mot inceste était à la hauteur du déni, en fait, et on le voit dans ces évolutions législatives, quoi, hein. C'est que le législateur a justifié ça en disant oui, mais si jamais on crée une nouvelle infraction, ça ne pourra pas s'appliquer tout de suite. Puisque vous savez, en droit pénal, on ne peut pas reprocher à quelqu'un une infraction qui n'existerait pas au moment où il l'a commise. Donc si on crée une nouvelle infraction d'inceste,
ça veut dire que ça ne sera applicable que pour l'avenir et pas pour les cas qui sont en cours ou les agressions passées. Donc le législateur a dit nous on voudrait que ça s'applique tout de suite. Donc on ne va pas créer de nouvelles infractions. On va parler de viol incestueux ou d'agression sexuelle incestueuse. Mais la situation qui est quand même assez paradoxale, et ils nous ont refait le coup quand même depuis 2010 plusieurs fois, c'est grosso modo le législateur nous dit bon ben voilà, juridiquement on ne change rien, mais rassurez-vous, ça s'applique tout de suite. C'est à peu près la teneur du législateur et on est censé être content de cette application immédiate de quelque chose qui ne change rien. Et il nous avait refait le coup également au moment de la loi Schiappa. Donc vous avez cette surqualification qui existe. Alors on a nommé les cas effectivement où on peut parler d'inceste et ce sont les agressions commises par les ascendants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, les conjoints ou concubins d'une de ces personnes précitées ou les partenaires liés par un pax. Effectivement, il n'y avait pas les cousins et les cousines. Et donc, on a listé le périmètre de l'inceste. Et puis est venue la loi du 21 avril 2021, dite loi Billon, celle qui a eu justement pour objet principal de fixer des âges de non-consentement. Alors, ça a été... je ne peux pas vous raconter toutes les péripéties parce que ça serait beaucoup trop long, mais quelque chose d'assez évident, ça a été assez difficile à l'obtenir. Et quand on parle des nombreuses résistances, on en a fait l'expérience à ce moment-là. On nous a tout dit, que c'était... ça reviendrait à juger sans procès, que ça serait une atteinte à une présomption d'innocence. Enfin, le simple fait de dire qu'un enfant de 5, 8 ou 11 ans ne peut pas consentir à un acte sexuel avec un adulte, apparemment c'était un obstacle extraordinaire, étant observé que les autres pays, eux, par contre, ont des âges de non-consentement. L'Angleterre a un âge de non-consentement depuis 60 ans. Apparemment, ça ne leur a pas posé de difficulté, mais nous, ça nous en posait beaucoup. Donc cette loi a finalement été adoptée, à mon sens, sous la pression de l'opinion publique, parce qu'il y a eu MeToo Inceste, il y a eu le livre de Camille Kouchner, il y a eu un ensemble d'événements qui ont permis l'adoption de cette loi. Et vous avez donc cette loi qui a dit... en dessous d'un certain âge, alors je ne vous donne pas les termes exacts parce que c'est trop juridique et puis vous pourrez éventuellement retrouver ça facilement, mais en dessous d'un certain âge, on ne doit plus se poser la question de savoir s'il y a contrainte ou pas. Ça paraît juste du bon sens, mais se poser la question de savoir si un enfant de 6 ou 11 ans peut consentir à un acte sexuel avec un adulte, c'est juste une aberration. Donc, ce texte a dit, en dessous d'un certain âge, il n'y a plus la condition de contrainte. Il n'y a plus cette condition-là. On estime que l'enfant, de toute façon, est nécessairement trop jeune pour pouvoir consentir à un acte comme celui-là. Donc ça, c'était la fixation d'un âge, et cet âge a été fixé à 15 ans. Enfin. Vous remarquerez d'ailleurs que dans toutes les affaires qui ont été un peu médiatiques, les agresseurs se défendent toujours de la même manière. C'est-à-dire que ça ne leur pose aucune difficulté de reconnaître qu'ils ont eu un acte sexuel avec une petite fille de 6 ans ou de 9 ans. Ça ne leur pose pas de problème. Par contre, leur mode de défense, c'était toujours le même, c'était « mais elle était consentante ». Ou comme ça a été dit ce matin, c'est elle qui m'a provoqué. Enfin, il y a pas mal de moyens de défense, mais qui sont toujours sur cet axe-là. Elle était consentante, donc ce n'est pas une infraction pénale. Donc aujourd'hui, ce n'est plus possible. À partir d'avril 2021, on ne peut plus se défendre de cette façon-là. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même apporter d'autres éléments de preuve. Il faut bien prouver qu'il y a bien eu un acte sexuel. Il faut prouver que l'agresseur avait effectivement un élément intentionnel, qu'il connaissait l'âge de la victime, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire, mais au moins ces discussions totalement malsaines
sur le consentement possible de l'enfant sont légalement proscrites maintenant. Alors, je dis ça pour les affaires qui viennent après 2021. Hein. Pour toutes les affaires qui sont jugées aujourd'hui, c'est des affaires qui, la plupart du temps, concernent des agressions qui ont été commises il y a plusieurs années. Donc cette loi de 2021 ne s'applique pas pour certaines affaires qui sont jugées actuellement. Donc vous avez cet âge de non-consentement qui a été fixé, et puis on a voté dans la loi le fait que quand on est mineur victime d'inceste, là aussi, on ne doit pas se poser la question d'un possible consentement. C'est assez ahurissant d'imaginer qu'il a fallu avril 2021 pour dire ça, mais avant avril 2021, un enfant qui se disait victime d'inceste, il devait prouver qu'il n'était pas consentant. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on regardait même le code pénal avant cette loi-là, il n'y a même pas de condition d'âge, c'est-à-dire que des viols ou des agressions sexuelles commises sur des enfants de 1 ou 2 ans, malheureusement ça existe, juridiquement, on devait se poser la question de savoir si l'enfant a été contraint ou pas. Et j'avais entendu un magistrat défendre cet état de droit en disant oui, effectivement, on doit se poser la question, mais moi j'ai eu une fois le cas d'un enfant de 2 ans victime de viol, et puis on a discuté et on a considéré qu'il y avait effectivement viol parce qu'il y avait contrainte. Mais ce que je ne comprends pas là-dedans, c'est quoi la discussion? Quelle est la discussion? L'enfant d'1 an ou 2, il l'aurait provoqué, il aurait eu des attitudes bizarres qui font qu'un consentement serait possible. Enfin, de quoi vous avez discuté en fait? Enfin bref. Donc voilà cette loi du 21 avril 2021. Alors, c'est un vrai pas en avant, à mon sens, parce qu'on a enfin des âges de non-consentement qu'on n'avait pas avant, y compris du coup dans des situations d'inceste. Par contre, il y a des trous dans la raquette dans cette loi, parce que les pas en avant qu'on fait, on en fait quelques-uns, mais on fait quelques marches arrière aussi. Et notamment, le ministère de la Justice a eu cette brillante idée de vouloir introduire une condition d'écart d'âge. C'est-à-dire qu'il faut un écart d'âge de 5 ans entre l'auteur et la victime pour que ces nouvelles dispositions s'appliquent. Alors, je ne parle pas de l'inceste. Dans l'inceste, il n'y a pas cette condition d'écart d'âge de 5 ans. Mais dans les violences sexuelles hors inceste, il y a un écart d'âge de 5 ans. Et ce qui fait ça crée des trous dans la raquette. Alors, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est un peu technique et puis je ne veux pas vous perdre avant le déjeuner. Mais si on imagine par exemple un cas de figure d'une petite fille de 14 ans qui est violée par son grand frère de 18 ans et demi. Il y a donc 4 ans et demi d'écart entre les deux. On peut se dire, c'est le grand frère, elle va être protégé par le fait qu'on est dans un cas d'inceste. Et on a fait passer la loi comme quoi, en cas d'inceste, le mineur victime d'inceste, on ne doit pas se poser la question de la contrainte. Sauf que, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? La loi a précisé que dans la définition, le périmètre de l'inceste, il y avait les agressions commises par les ascendants, et puis il y avait les agressions commises par les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les concubins, etc. À condition que ces personnes-là aient autorité sur la victime, autorité de droit ou de fait. Et ça, c'est ce que la loi de 2021 a ajouté. Ça veut dire que lorsqu'il y a une agression ou un viol commise par un grand frère sur sa petite sœur, ça ne sera un inceste que si on prouve qu'il y avait autorité de droit ou de fait du grand frère sur la petite sœur. Autorité de droit ou de fait, c'est pas du tout évident que ça soit retenu. Parce que autorité de fait, c'est
vous confiez votre enfant à quelqu'un pour les vacances ou je ne sais quoi, là il y a effectivement une autorité de fait. Mais c'est pas du tout dit que la petite sœur de 14 ans ait été soumise à l'autorité de son grand frère. Donc s'il n'y a pas autorité de droit ou de fait, on ne peut pas considérer qu'il y a inceste. D'ailleurs, assez particulier comme raisonnement, parce que ça veut dire que si elle était aussi victime d'un autre grand frère de 21 ans, par exemple, si jamais il y a autorité de droit ou de fait, cette notion d'autorité de droit ou de fait dans le cas d'inceste est assez bizarre, on va dire. Donc, elle ne peut pas bénéficier des nouvelles dispositions sur l'inceste qui empêchent d'étudier son consentement possible. Mais on se dit, on va se rattraper, puisqu'elle a 14 ans et demi, elle est en dessous des 15 ans, donc on va pouvoir récupérer la nouvelle disposition qui dit, en dessous de 15 ans, il ne peut pas y avoir de consentement de l'enfant. Sauf qu'il y a cet écart d'âge de 5 ans, qui n'est pas rempli. Donc du coup, elle ne peut pas bénéficier de la nouvelle disposition de la loi Billon, qui prévoit qu'on ne doit plus étudier la question de la contrainte en dessous de 15 ans. Et donc, elle va être obligée d'utiliser le droit antérieur, celui dont on ne voulait plus, c'est-à-dire qu'on va rediscuter de la question du consentement. Et donc, on se rend compte que cette loi Billon qui affirmait, et le ministre de la Justice et le secrétaire d'État à la protection de l'enfance n'ont pas manqué de l'affirmer médiatiquement, qu'on ne se poserait plus jamais la question du consentement de l'enfant en dessous de 15 ans, avec cette condition d'écart d'âge et d'autorité de droit de fait, on se rend compte que c'est faux, qu'il y a des trous dans la raquette et qu'il y a des moments où on va continuer à discuter de la question du consentement de la victime. Donc il y a ces trous dans la raquette là qui sont évidemment problématiques, et le collectif pour l'enfance va vérifier l'application de cette loi et continuer à surveiller tout ça. Mais tout ça pour dire que voilà, juridiquement, ce qu'il faut retenir à mon sens, c'est qu'on a la même gêne que ce qui a été évoqué ce matin. C'est-à-dire qu'on a des textes qui sont alambiqués, qui sont très peu clairs, et là où on devrait avoir des textes de loi et un interdit très clair, on se rend compte que le législateur, pour l'instant, a failli à cette mission-là. Donc moi, je vais vous parler du premier contact avec les victimes. Alors, il y a plusieurs façons de pouvoir avoir un service de gendarmerie ou de police. Ça peut être soit les parents ou un membre de la famille vient directement dans un commissariat ou à une gendarmerie pour signaler les faits dont leur enfant ou la personne dont il se charge a été victime. Ou alors, ça peut venir aussi des établissements scolaires par le biais d'un signalement ou par le biais d'un signalement par n'importe quel praticien, parce que n'importe quel praticien, y compris les médecins généralistes, peuvent être à l'origine d'un signalement. Et ça peut aussi venir directement du parquet quand il y a des lettres qui sont adressées directement au parquet pour dire voilà, j'ai été victime ou je soupçonne que tel membre de ma famille puisse être victime de tel fait par un autre membre de sa famille. Donc dans ces cas-là, on est saisi de l'enquête. Dans un premier temps, le mineur n'est pas entendu. On passe d'abord par l'adulte qui vient signaler les faits. Donc c'est d'abord cette personne-là qui est entendue. Et ensuite, on procède à l'audition de la personne. Donc ça, je vous l'expliquerai après. Alors, premier contact avec la victime, généralement, l'avocat n'est pas le premier contact avec la victime. On vient nous voir ou la personne nous est adressée parce qu'elle a déjà pris contact, soit avec une association, soit avec son médecin, soit il y a eu un signalement, soit elle a déjà déposé plainte. En tout cas, dans mon cas, elles viennent rarement avant la plainte. Alors, sur la prise en charge, on pourrait faire le même constat, à mon avis, que
des constats qui ont été faits ce matin par les professionnels de santé, c'est-à-dire que nous, avocats, on est chargés de défendre des gens sans jamais avoir eu un début de formation en psychologie, en sociologie, enfin tout ce qui tourne autour de l'humain. On peut faire vraiment toutes nos études sans jamais avoir la moindre formation sur la façon d'aborder les gens, puis surtout de comprendre ce qui peut éventuellement se passer dans la tête des gens qu'on défend. Ça veut dire que pour nous, si on veut vraiment creuser la question, il faut qu'on s'inscrive dans des formations parallèles. Enfin, je ne sais pas si tu l'as fait. Moi, j'ai fait une fac de psycho à côté, parce que sinon, j'aurais pu tranquillement exercer sans savoir ce que c'était qu'un humain dans des conditions pareilles, dans un passage à l'acte ou quand on vient nous voir en victime. Après, je dirais que moi, j'ai quelques points repères. Mais je crois que la plus grande qualité à avoir, c'est d'être prêt à tout entendre, en fait, y compris le silence. Parce que les personnes qui viennent pour un premier contact, comme ça a été dit déjà ce matin, elles ne nous connaissent pas. Quand elles ont déjà déposé plainte dans un état de sidération totale, elles sont dans un stress aigu, et elles vont devoir de nouveau expliquer à quelqu'un les raisons pour lesquelles elles sont là. Donc moi, généralement, j'y vais assez tranquillement, enfin j'espère. Et puis je prends un peu ce que la personne est en capacité de me dire, même si moi, j'ai déjà des petites lanternes dans la tête sur le délai de prescription, sur est-ce qu'il faut agir vite, sur voilà, tout un tas de petits repères que l'on a. Mais après être sortie d'un dépôt de plainte, c'est pas facile de recommencer encore une fois. Et j'avais constaté qu'elles essaient très souvent de se souvenir mot pour mot de ce qu'elles ont déjà dit. Comme s'il y avait un préalable de « faut pas que je me trompe, faut que je sois cohérente, faut que je sois précise ». Et c'est là que j'interviens en leur disant que moi je suis pas enquêteur. Moi, je suis pas chargée de faire la vérité. Et que mon a priori d'avocat, c'est que je les crois. Je ne suis pas du tout tenue à la neutralité, ce serait catastrophique si on était neutre. Et ça, pour nous, c'est confortable. Et je pense que pour les personnes que l'on reçoit, cet a priori, il est très important. Tout en leur disant, voilà, moi je vous crois, je prends le parti de croire tout ce que vous me dites. Alors, on ne forme pas comme ça, mais ce n'est pas moi qui vais juger. Alors ça aussi, hein, c'est compliqué pour les victimes parfois d'admettre que nous on les croit et que le juge pourrait éventuellement ne pas les croire. Il y a un long chemin à faire pour elles. Et fort heureusement, le temps judiciaire n'est pas le temps du commun des mortels, c'est-à-dire que voilà, c'est très 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 long, très 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 lent. Donc il nous faut aussi les préparer. Mais pour moi, le premier contact, il est vraiment fondamental pour poser le climat de confiance et poser très clairement le fait que je suis votre avocat, je suis là pour vous défendre. S'il y a des incohérences, on les reverra plus tard, on les retravaillera. Mais dans le premier contact, il faut installer la relation de confiance pour que cette personne puisse, une nouvelle fois, devant quelqu'un qu'elle ne connaît pas, livrer des choses les plus intimes. Ça, c'est ma pratique du premier contact. Oui, alors, juste je voudrais rajouter une chose, c'est que on est obligé, à mon sens, en tant qu'avocat, d'être transparent sur la façon dont le système judiciaire fonctionne. Et du coup, on est obligé de les prévenir qu'ils vont être amenés à rencontrer des gens qui ne sont pas forcément formés et qui ont même de grands risques de ne pas être formés du tout. Et quand on parle de problème, on en a parlé beaucoup depuis ce matin déjà de la formation. Il faut se rendre compte quand même qu'on est vraiment au stade de la préhistoire au niveau de la formation. Enfin, je veux dire, il faut quand même se rendre compte du retard qu'on peut avoir. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vu des choses où on se dit, mais c'est pas possible. Des fois, j'ose à peine les raconter tellement j'ai peur qu'on me dise, non mais lui, il invente des choses, c'est pas possible. J'ai vu une présidente de cour d'assises, par exemple, quand même présidente de cour d'assises, quoi. Je veux dire, c'est pas un poste qu'on obtient comme ça au bout de 2 mois d'expérience.
auditionné une petite fille de 8 ans. Je pense que ça date ce truc-là de plusieurs années, mais je pense que je m'en rappellerai tout le temps. Elle était à la barre à la cour d'assises. Je voyais ses petites jambes qui flageolaient là, parce que la cour d'assises, personne n'est vraiment très fier, ni les adultes, ni les professionnels qui sont à l'audience. Et donc cette petite, c'était très impressionnant pour elle. Et les premiers mots que la présidente de cour d'assises dit à cette petite fille, c'est nom, prénom, profession, lien de parenté avec l'accusé. Mais on se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible de commencer une audition d'enfant comme ça? Et du coup, la petite s'est pas démontée, elle a donné son nom, son prénom. Profession, elle a dit, bah, je vais à l'école. Et lien de parenté avec l'accusé, elle a dit, c'était mon père. Mais quand on voit ce genre de choses, on se dit, mais waouh! Il n'y a pas longtemps, j'ai récupéré un dossier où l'enquête avait été menée par la Brigade des mineurs de Paris. Brigade des mineurs de Paris, c'était il y a 3 ou 4 ans, donc c'était pas il y a 20 ans, quoi. C'était il y a 3-4 ans. Brigade des mineurs de Paris, on est censé avoir affaire à des gens formés. Enfin, on peut en tout cas l'espérer. Un petit garçon de 7 ans qui dénonçait des faits de viol commis par son grand-père. Et les premières questions de l'enquêtrice, alors il y a quelques questions d'usage au début, et ensuite elle dit au gamin, elle lui dit pourquoi il a fait ça. Alors ça, je vois pas bien ce qu'il peut répondre, mais bon, pourquoi il a fait ça? Et la question qui suit tout de suite après, c'est est-ce que tu avais fait une bêtise? Et quand on voit ça, enfin, je vous assure, on voit ça sur le PV, et on se dit mais comment c'est possible? Enfin, je veux dire, quand je parle de la préhistoire, je pense qu'on en est là, quoi. Donc, et je dis pas ça pour critiquer une profession en particulier. Les avocats, on est les plus mal lotis, hein. Comme m'a dit ma consoeur, moi j'ai prêté serment, j'avais pas eu 1 heure de cours sur la protection de l'enfance, sur les dossiers devant le juge des enfants, etc. À l'école d'avocat, il faut croire que ça n'existe pas. Pourtant, c'est bizarre. Quand on est avocat, on va être amené à traiter éventuellement des divorces, des contentieux devant le juge d'affaires familiales, le juge des enfants, etc. C'est totalement absent de la formation initiale des avocats. On pourrait interroger comme ça pas mal de domaines et pas mal de professions. Je ne dis pas ça parce que j'ai une gendarme à côté de moi, mais je pense que la police et la gendarmerie sont peut-être les 2 secteurs qui se sont le plus remis en cause sur ce point de vue-là, et on a de vrais progrès qui ont été faits. Par contre, alors la magistrature, il y a des progrès aussi. Il y a un livre à l'entrée, je l'ai vu en arrivant, qui s'appelle « Les silences de la loi », écrit par une ancienne juge d'instruction qui s'appelle Marie-Pierre Porchy. C'est un livre qui a été écrit il y a assez longtemps, mais elle l'écrivait dans ce livre qu'à force de former les magistrats aux fausses allégations de violences sexuelles, ils vont finir par en oublier qu'il y en a des vraies. Elle ne le disait pas exactement comme ça, mais c'est grosso modo ce qu'elle disait. Et c'est notre constat à nous sur le terrain, c'est que la formation, elle a été faite pendant un bon moment sur les fausses allégations. Ce que disait Monsieur Clavier ce matin, en disant que la question de son étudiante qui était, on me dit que j'ai quelqu'un qui me dit être victime de viol, est-ce que je dois la croire? On a exactement ça dans le domaine judiciaire. C'est-à-dire qu'à force de former les professionnels sur les fausses allégations, leur seule question c'est « Ouh là là, il faut peut-être que je me méfie de cette personne qui dénonce des faits de violence sexuelle. Peut-être qu'il y a une manipulation quelque part, une influence. » Et on a les ravages qu'on connaît du syndrome d'aliénation parentale qui contamine un petit peu tous les secteurs au niveau judiciaire, y compris au niveau des experts judiciaires. Ça aussi, c'est une réflexion qu'il faudrait certainement mener. On a des experts judiciaires qui sont nommés pour auditionner des enfants qui ne sont manifestement pas formés. Moi, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. L'enfant lui dit « Mon père me met le doigt dans les fesses ».
Qu'est-ce qu'a fait l'expert? Rien. C'est-à-dire, il note dans le rapport d'expertise, l'enfant dit « mon père me met le doigt dans les fesses » et il passe à autre chose. Comme si le gamin lui avait dit « oh bah tiens, hier j'ai vu un dessin animé ». Donc il n'en parle pas, il dit rien. Il ne dit pas s'il faut être prudent, s'il y a des raisons particulières de douter de sa parole, si ce qu'il constate lui en tant que professionnel au moment de l'expertise peut corroborer quelque chose ou pas. Il ne dit rien. C'est comme s'il n'avait rien dit en fait. Donc au niveau des experts, au niveau des services sociaux également, vous avez des gens qui sont très formés à ces idées de fausses allégations. Et du coup, voilà, je pense qu'au premier stade de début d'enquête, on est obligé de prévenir les victimes que effectivement, ça peut être un chemin compliqué et qu'on peut avoir affaire à des gens qui ne sont pas spécialement formés. Heureusement, on voit des gens qui, des fois, sont très bien formés, connaissent très bien ces questions-là. Et quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi les autres, c'est pas possible alors? Quand on voit ça, on se dit, mais si lui sait faire, c'est que les autres devraient savoir faire aussi. Donc voilà, sur ce premier contact, on est obligé d'alerter aussi sur la difficulté de la procédure judiciaire. Je complète ce qui vient de vous être dit. Moi, je le fais en 2 temps, en fait. Le premier contact, il y a déjà la première approche, et puis je les revois après pour expliquer effectivement les problèmes techniques. Sur la formation, je complète simplement, on ne l'a pas évoqué ce matin, l'inceste de la part des mamans. Et moi, j'ai un dossier actuellement, je peux vous assurer que les mamans sont souvent malmenées quand elles viennent déposer plainte. Alors, un papa qui vient déposer plainte sur la base de révélations faites par son fils d'un inceste de la part de la maman, là, c'était l'extraterrestre. Et d'ailleurs, c'est assez significatif, quand on lit les PV, les questions qui ont été posées à la maman n'auraient jamais été posées à un papa de cette manière-là. Donc je crois qu'il y a vraiment une vigilance aussi, même si c'est plus rare, sur la formation, sur ce type d'inceste. Sur l'accueil, un mot sur... il y a une consoeur qui est là aujourd'hui, peut-être elle reconnaîtra le magistrat instructeur dont je vais parler, qui était complètement barricadé derrière des écrans. Donc déjà, l'enfant était petit, et pour l'entendre, il fallait vraiment viser l'angle entre 2 écrans pour pouvoir apercevoir le juge. On ne la voyait pas derrière. Alors, est-ce que c'était elle qui était gênée? Est-ce qu'elle n'avait pas du tout envie de nous regarder? Il y a plein de petites choses comme ça auxquelles il faut penser pour pouvoir accueillir les personnes telles qu'elles sont au moment où elles viennent nous voir. C'est ça qui est important de retenir. C'est qu'elles ont déjà vu plein de monde et peut-être que le premier contact, là où elles viennent à ce moment-là chez nous, eh bien, elles sont dans un état qui ne permettra pas un échange très long. Il faut aussi être en mesure de l'accepter, même si on perd du temps, même si ce n'est pas rentable, même si tout un tas de considérations que moi j'ai décidé d'exclure définitivement de ma vie, il faut être capable de l'entendre quand même. Qu'est-ce qui se passe pendant la procédure? Ça, c'est... Il faut l'occuper quand même ce temps. Il ne faut pas que ce soit un temps de perdu et un temps stérile. Donc comment on occupe le temps de la procédure? Qui parle en premier? C'est vous. Donc c'est à ce moment-là, nous, qu'on procède aux auditions des enfants. Alors ce qu'on essaye de dire aux parents ou aux personnes qui nous soumettent les faits, c'est de ne pas en reparler avec l'enfant qu'on est susceptible d'entendre par la suite pour justement ne pas polluer sa déclaration et faire en sorte qu'elle soit la plus fidèle possible à ce qui a pu se passer. Parce que de toute façon, il y a peut-être déjà des choses qui peuvent venir polluer sa parole. Donc on essaye de faire en sorte que l'extérieur intervienne le moins possible auprès de l'enfant. Quand il est entendu, on essaye, pareil, de faire en sorte qu'il soit entendu. Là, à l'heure actuelle, sur le département de l'Eure, l'essentiel des auditions, au moins en gendarmerie, pour les mineurs victimes de ce type d'infraction, il est fait au CASEVA.
Donc au Caseva, c'est à l'hôpital d'Évreux. Et c'est une salle qui a été spécialement aménagée pour pouvoir procéder à leurs auditions. Donc il y a l'enfant qui est dans une salle, qui va discuter avec l'enquêteur. Et avant, il aura pu avoir un petit entretien avec un psychologue. Et il y a un psychologue derrière qui assiste aussi à son entretien. Donc, et qui nous remet à l'issue un rapport avec tout le langage non verbal que nous, on n'est pas en mesure de pouvoir identifier parce qu'on est focalisé sur les questions qu'on va lui poser. Au cours de l'entretien, on essaye donc on est au moins à l'unité, et les personnes qui entendent les mineurs les plus petits sont formées NIST. C'est un protocole qui vient du Canada, si je me souviens bien, et qui nous apprend à procéder aux entretiens des mineurs victimes, en passant par des questions ouvertes au départ, de sorte que l'enfant puisse nous donner sa version des faits, en étant le moins invasif possible, avec des questions les moins directes possibles. Donc on essaye de cette façon, par ce questionnement, d'avoir son discours, et en fonction de ce qu'il va nous raconter, toujours en posant des questions ouvertes, on va essayer d'obtenir un scénario, son histoire, avec ses mots à lui. Donc tout ce qui apparaîtra dans l'audition, ce seront ses mots à lui. En essayant de bannir les questions subjectives, c'est-à-dire celles où c'est l'enquêteur qui va induire la réponse, et en limitant les questions fermées, c'est-à-dire toutes les questions où ce qui amène par exemple une réponse oui ou non. Donc le but du jeu, en fait, c'est que ce soit le mineur qui nous donne son discours sans qu'il y ait une intervention de l'adulte. Et donc ça, c'est pour ces auditions. On va expliquer aussi en fonction des faits qui nous sont révélés. Donc si c'est des faits, pour le coup, là aujourd'hui on parle de l'inceste, donc si c'est des faits de viol, on va expliquer aussi à la famille qu'il va y avoir des expertises, et à l'enfant aussi, qu'il va y avoir des expertises médicales et des expertises psychologiques. Le but de l'expertise médicale, c'est de vérifier si, dans le cas des pénétrations, s'il y a eu des lésions, et puis s'il y a des signes physiques. Et pour l'expertise psychologique, elle a son intérêt dans la mesure où le but, c'est de montrer aussi s'il y a, à l'heure actuelle, par rapport à l'infraction qu'a subi l'enfant, s'il y a déjà des signes psychologiques donc vous l'avez appelé psychotraumatisme, donc s'il y a déjà des signes d'un psychotraumatisme, et si on peut les faire valoir par une ITT. Donc, parce que en matière judiciaire, c'est l'ITT qui va, donc l'incapacité totale de travail, qui va permettre de qualifier et de noter l'importance de l'infraction et de comment elle a été subie par la victime. Tout à l'heure, on a parlé, il y a une intervenante qui a parlé des photos, qui trouvait bizarre qu'on ait pu lui demander la photo quand elle était plus jeune. Parce qu'en fait, ça va montrer la différence entre la victime et son apparence physique au moment des faits, et l'apparence physique de l'auteur, pareil, au moment des faits. Et ça peut expliquer aussi pourquoi telle personne peut s'être sentie contrainte, alors qu'il peut ne pas y avoir beaucoup de différence d'âge. Si vous avez une petite personne qui est un peu frêle et puis un grand gaillard, même s'il n'y a que 3-4 ans de différence, le grand gaillard, il peut avoir un impact psychologique sur la victime. Ça va servir à ça. Et voilà. Oui, juste pour rebondir aussi sur ce qui avait été dit ce matin, on voit une vraie différence quand une victime est entendue par un juge d'instruction qui connaît
le psychotrauma et les conséquences des violences sexuelles. Je me souviens d'avoir eu un cas d'une victime qui racontait ses agressions, mais à chaque fois qu'elle les racontait, chronologiquement, c'était jamais dans le même ordre. Et invariablement, elle se mélangeait un petit peu sur ce qui s'était passé avant, après, etc. Et le juge d'instruction le lui a fait remarquer. C'est son travail. De toute façon, si lui ne l'avait pas fait, les avocats de la défense l'auraient fait. Et donc, elle était la première surprise parce qu'elle ne s'en était pas rendu compte. Et à la fin de l'audition, le magistrat instructeur lui a dit je suis désolé si j'ai posé des questions qui vous ont un peu bousculé, mais ces histoires de contradictions sur la chronologie, etc., pour moi, c'est plutôt un signe de crédibilité. Parce que ça veut dire qu'on sait bien qu'au moment de violences sexuelles, c'est les émotions qui prennent le dessus sur le constat le chronologique ou sur certains détails. C'est pour ça que des fois, on voit des choses qui sont à l'inverse assez ahurissantes quand on a des enquêteurs ou des magistrats qui disent, vous dites avoir été violé sur ce canapé, et quand je vous demande de quelle couleur était ce canapé, vous ne savez pas me le dire. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas crédible. Ça, c'est totalement méconnaître la situation dans laquelle peut se retrouver une victime de viol. Oui, elles peuvent se mélanger dans la chronologie, elles peuvent ne pas avoir remarqué certains détails et à l'inverse avoir focalisé sur d'autres qui paraissent assez insignifiants. Donc à ce stade-là, il y a effectivement une vraie différence. Et je voudrais juste dire un dernier mot, j'essaye de ne pas être trop bavard, juste dire un dernier mot sur le classement sans suite, puisqu'on parle de l'enquête et de l'instruction. Juste rappeler qu'un classement sans suite, on dit dans notre jargon qu'il n'a pas autorité de chose jugée. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'une enquête a abouti à un classement sans suite qu'il ne s'est rien passé. Et ça veut dire que ça donne le droit de saisir par exemple un juge d'instruction, ou ça donne même le droit au parquet de poursuivre si jamais il a d'autres éléments ou même une autre vision du dossier. Et ça, j'insiste là-dessus parce que actuellement il y a beaucoup de raisonnements qui sont complètement inverses, et la France a été condamnée pour ça dans l'affaire Marina. C'est pas parce qu'il y a un classement sans suite qu'on doit considérer qu'il ne s'est rien passé. Au contraire, il faut être encore plus précautionneux et encore plus attentif. Alors, je disais, le temps de la procédure, c'est pour les avocats, en tout cas, un temps qui peut être utile parce qu'on revoit nos clients, on les prépare aux différentes étapes de la procédure. Il va y avoir des auditions, il peut y avoir une confrontation, il peut y avoir plein de choses. C'est là qu'on va peut-être plus examiner les contradictions, bien la préparer aux questions qui pourraient lui être posées. Et moi, je trouve que, je ne sais pas si tu as cette impression, dans le travail de la défense, il y a vraiment un point de bascule en fait, qui s'opère dans la préparation, c'est-à-dire qu'après, on devient acteurs tous les deux. Voilà. Les deux, la victime et l'avocat, sont vraiment main dans la main pour défendre le point de vue de la victime et pour la défendre jusqu'au bout. Et ça, je trouve que c'est un point intéressant. Voilà, c'est une relation qu'on peut vraiment tisser autour du déroulement de la procédure qui peut être très long. Sur les détails des victimes, moi, je pense à l'une qui était pas très grande. Elle avait 15 ans quand elle était venue me voir. Elle avait été violée à partir de 6 ans de la part de son beau-père. Et elle avait une mémoire très précise du scénario, de la mise en scène que faisait son beau-père systématiquement. C'était tout à fait précis. Et lors du procès d'assises, il y avait eu des photos qui avaient été faites lors de la perquisition et j'avais demandé précisément qu'on puisse visualiser, après l'audition de ma cliente, les différentes photos de la maison. Et on voyait très bien la chaise verte sur laquelle c'était passé systématiquement. Donc, il faut vraiment, pour les avocats, il n'y a rien à acheter dans la défense. Il faut qu'on note tout. Peut-être ça ne nous servira pas, peut-être ça nous servira. Et donc, quand on discute avec les gens, tu es avocat et ça doit être dur de défendre des criminels. C'est toujours la même question. Hein.
Mais Dieu que c'est dur de défendre une victime. Être le porte-parole d'une souffrance qu'on n'a pas vécue soi-même, il faut vraiment l'avoir intégrée, digérée, avoir trouvé les mots justes, ne pas décevoir, parce que c'est vrai qu'ils attendent énormément de nous à l'audience. Et on avait prévu de dire quand même quelques mots sur l'audience, parce qu'il y a le classement sans suite. Il peut y avoir une correctionnalisation des faits, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'instruction, le juge, pour X raisons, et le procureur considère que ce dossier peut passer plutôt devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'assises. Alors correctionnel, il est jugé par des magistrats professionnels et on est dans le cadre d'un délit. On ne retient pas la qualification de viol. Devant la cour d'assises, c'est un crime. Donc il y a des juges professionnels et des jurés tirés au sort. Les raisons pour lesquelles la correctionnalisation, qui ne peut pas avoir lieu sans l'accord de la victime, sont souvent un peu obscures. Voilà, souvent on nous dit, pour ne pas risquer un acquittement, il vaut mieux aller en correctionnel. Pour des victimes, ça peut être difficile à entendre. En tout cas, nous, avocats, on les prépare. Tu me dis, si tu veux. On les prépare à cette éventualité-là. Pour l'audience, il y a toute la question du huis clos. Pour les victimes mineures, donc le huis clos, ça signifie qu'il n'y a personne dans la salle d'audience en dehors de la victime, des avocats, de l'accusé, des juges, de l'avocat général. Donc ça, c'est une obligation quand l'enfant quand il s'agit d'un mineur. Pour les majeurs, parfois elles souhaitent le huis clos, parfois pas. Donc ça, faut en discuter aussi avec elles avant l'audience. Et puis, il y a la façon dont on prépare l'audience avec les personnes pour lesquelles c'est vraiment une épreuve considérable. Considérable. Elles attendent énormément de la justice. Je ne dis pas qu'elles n'attendent pas des thérapeutes, bien entendu, mais on n'est pas sur le même registre. Mais le fait qu'une autorité judiciaire vienne dire « Oui, monsieur, vous êtes coupable de », c'est un élément très important pour elles. On ne peut pas exclure l'acquittement. Voilà. Il y a un dossier qui a eu lieu à Évreux il y a quelques années où il y avait tout un tas de jeunes filles et d'enfants qui étaient parties civiles dans un dossier de viol. Il y a une des victimes qui n'a pas été reconnue comme victime. Une de mes clientes, et c'est une catastrophe absolue pour elle. Voilà. Il y aurait plein de choses à dire sur l'audience. Je te repasse... non, on ne passe plus du tout le micro. Bon. On n'a pas rempli le contrat, mais bon, on a fait ce qu'on pouvait.